Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc passons au modèle d'atome suivant. Alors pour Rutherford, l'atome devait plutôt ressembler à un petit système solaire. Comme ceci, on a une masse positive centrale et sur des orbites par exemple circulaires, on va avoir des électrons chargés négativement qui sont en orbite. Des orbites où ils tournent. Voilà. On a donc un noyau très petit, très massif, constitué de protons et qui se situe au centre. Et les électrons, petits et légers, tournent autour. La force d'attraction entre charges électriques permettant à ces électrons de rester à une distance constante. Cette force agit alors comme la gravité pour les planètes autour du Soleil. Ce modèle a de nombreux avantages. Tout d'abord, les électrons qui sont loin du noyau, ceux qui sont le plus loin, sont aussi plus faiblement attirés par le noyau. Il devient beaucoup plus facile de les arracher pour produire, par exemple, un courant électrique. Ensuite, les électrons sur des orbites différentes ont des énergies différentes que l'on peut calculer. Et le passage d'une orbite à l'autre pourrait résulter, par exemple, de l'absorption ou de la libération d'énergie sous forme lumineuse. Des particules chargées qui se déplacent émettant des rayonnements. Ou à l'inverse, ils sont heurtés, ça les met en mouvement. Et sous forme de rayons lumineuses avec une longueur d'onde bien précise correspondant à la transition. Ensuite, lors des contacts entre atomes, les électrons, ce sont les électrons périphériques qui entrent en contact, et ces électrons pourraient être échangés, capturés ou mis en commun, ouvrant la voie à l'explication de la chimie, mais aussi de la valence des atomes, c'est-à-dire le nombre de liaisons que chaque atome peut établir avec ses voisins pour former une molécule. L'hydrogène a une valence de 1, il forme une liaison, l'oxygène a une valence de 2, il forme 2 liaisons, et le carbone une valence de 4, etc. De plus, ce modèle a une base expérimentale solide. En effet, Rutherford envoya sur des atomes un flux de particules alpha. Les particules alpha, ce sont juste des noyaux d'hélium composés de 2 protons et de 2 neutrons, sans électrons, et très rapides, très énergétiques. D'où les dégâts que fait ce type de rayonnement. Évidemment, à l'époque, on ne connaissait pas leur composition. On savait juste que les particules alpha étaient petites, très massives, 8000 fois la masse d'un électron, et chargées d'électricité positive, le double de la charge d'un électron sous forme positive. Les particules étaient émises par certaines, les particules alpha étaient émises par certaines substances radioactives. Donc schématiquement, l'expérience se produit comme ceci. On a des atomes, que je représente comme de grosses boules. Ceci est une feuille d'aluminium très mince. On place un détecteur derrière, détecteur de particules alpha, et on envoie les particules alpha sur la feuille d'aluminium. Certaines particules passent, viennent heurter le détecteur, d'autres vont rebondir sur les noyaux avant d'aller frapper le détecteur. Les électrons trop légers n'influencent pas les particules alpha, tellement elles sont 8000 fois plus massives, elles sont extrêmement rapides, et elles se contentent de bousculer les électrons comme des quilles. Dans ce dessin, je n'ai pas représenté les électrons, j'ai seulement représenté les masses positives de l'atome, le noyau.
Par contre, les noyaux étant beaucoup plus massifs, ils dévient fortement les particules alpha lors des collisions. Alors ce que découvrit Rutherford, c'est que les particules alpha sont rarement déviées. La plupart passent à travers la feuille d'aluminium sans être déviées. De temps en temps, quelques-unes sont déviées. Grâce à ces expériences très précises, Rutherford put déterminer que l'atome est constitué d'un noyau positif très massif, mais aussi très petit, très compact. En fait, le noyau est 10 000 fois plus petit que l'atome. 10 000 fois. Donc là, c'est pas du tout représenté à l'échelle. Les grosses boules noires sont même beaucoup trop grosses encore. C'est beaucoup plus petit. Et chaque noyau est séparé des autres noyaux, des atomes, par beaucoup d'espace, beaucoup de place. Remplir cet espace avec des électrons tournant autour des noyaux était alors tout à fait logique. D'autant qu'il faut expliquer qu'est-ce qui maintient les noyaux loin les uns des autres. Alors bien sûr, ils sont chargés d'électricité positive, ils se repoussent, mais ce serait très instable. La matière s'effondrerait. Et quelque chose doit lier ces noyaux et les maintenir. Les électrons entre les noyaux sont là pour ça. Et de plus, les électrons se repoussant les uns les autres, ils ont la même charge électrique, ils maintiennent l'édifice. En fait, Rutherford n'a établi son modèle qu'après ces expériences. C'était un très bon expérimentateur, il était d'ailleurs beaucoup plus expérimentateur que théoricien. Il était très consciencieux et très prudent. Il ne s'avançait que s'il avait de solides preuves de ce qu'il avançait. C'est donc sur une base purement expérimentale qu'il a conçu le modèle planétaire de l'atome. Celui-ci, ce modèle, était simplement le meilleur modèle qui rendait compte de l'ensemble des mesures qui avaient été effectuées. Une telle approche, lorsqu'elle est possible, garantit que le modèle qui est conçu correspond effectivement à la réalité, ou tout au moins s'en approche au mieux, sur base des connaissances qui ont été accumulées jusque-là. Pourtant, ce modèle a un très grave problème. Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.